La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Chers amis, bonjour à tous, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. En 2015, Christian Saint-Germain, théologien de formation, philosophe de profession, professeur à l'Université du Québec à Montréal, sortait un livre en forme de sa misdate de brûlot incendiaire, l'avenir du bluff québécois, la chute d'un peuple hors de l'histoire, où il critiquait en profondeur, il critiquait très sévèrement, il exécutait, en fait, pourrait-on dire, le mouvement souverainiste officiel, le souverainisme historique qui a essayé de faire l'indépendance et qui a échoué, ce que ne lui pardonnait pas manifestement, et on peut le comprendre, Christian Saint-Germain. On aurait pu s'attendre parce qu'avec ce livre, il a dit l'essentiel de ses mauvaises pensées à propos de l'état actuel du nationalisme québécois. Eh bien, on se trompait. Christian Saint-Germain publie ces jours-ci Le mal du Québec, désir de disparaître et passion de l'ignorance, toujours aux éditions Libert, qui est je ne sais pas si on pourrait dire une suite, mais à tout le moins, qui est un approfondissement de son diagnostic brutal et par ailleurs hilarant, doit-on le dire. Il a une plume de pamphlétaire absolument remarquable. Donc, Le mal du Québec, qui vient de paraître aux éditions Libert. Et je le reçois aujourd'hui pour en parler. Christian Saint-Germain, bonjour. Bonjour. Et David Leroux, blogueur de plus en plus connu, peut-on dire, collaborateur à l'Action nationale, et à ce qu'on me dit, qui est en train de terminer son premier livre. David Leroux a lu le livre de Christian Saint-Germain. Il en publiera une recension dans la revue l'Action nationale au mois d'octobre. Et donc, je l'ai invité pour discuter avec nous de ce livre et des différents diagnostics, des différentes analyses qui s'y trouvent. David Leroux, bonjour. Bonjour. Alors, chers amis, c'est une discussion aujourd'hui qui va porter à la fois sur l'état du mouvement national, peut-on discuter d'autres choses au Québec d'une certaine manière, l'état du mouvement souverainiste, mais plus largement sur cette espèce de tentation de la mort, pour reprendre la formule de Jean Boutillette, qui hante peut-être notre culture et qui est peut-être en train de rejaillir aujourd'hui. Mais nous allons commencer avec une propos politique. Je poserai la question à Christian Saint-Germain. Vous écrivez, chapitre 1, Le pire ennemi de l'indépendance, où vous parlez du Parti québécois. Vous dites: même dans sa période classique, avant qu'il ne devienne un théâtre d'été, le Parti québécois a toujours été une entité politique ambiguë, confondant l'esprit du temps avec les intérêts de notre nation. De sorte que le pire ennemi de l'indépendance du Québec ne réside plus dans les gouvernements libéraux fantoches, mais dans la prolongation indue de l'existence d'une troupe d'amateurs dévouée aux farces et attrapes nationalistes. Christian Saint-Germain, nous commencerons par cette affirmation. Selon vous, ce qui est le plus dangereux ou ce qui est le plus inquiétant pour l'indépendance du Québec, c'est moins un gouvernement libéral que la poursuite de l'aventure péquiste? En fait, il faut faire attention là, dans le choix des poisons. Le gouvernement libéral est bien sûr un gouvernement fantoche au sens où ce n'est qu'un gouvernement corporatiste qui vise à prolonger là, l'existence d'une catégorie d'individus issus de la Révolution tranquille, à savoir les médecins omnipraticiens et spécialistes. On le voit dans les derniers dérapages là, à Lassar, où pendant 9 ans, on a toléré un chirurgien qui facturait joyeusement. Mais l'enjeu ici, pour situer l'ouvrage sur le mal du Québec, l'enjeu, c'est d'être en continuité avec le petit livre qui s'appelait Le bluff québécois, qui consistait à montrer que le choix de l'arrivée de PKP était une erreur grossière, une erreur aussi dangereuse que le passage de Boisclair ou même de Madame Marois, en cela dit en tout respect pour l'intégrité de la personne, là. C'est-à-dire que le Parti québécois choisit le mauvais Dalai Lama d'une manière, j'allais dire, systématique. Systématique parce qu'il a épuisé son potentiel démographique. C'est-à-dire qu'il est générationnel, il ne veut pas mourir, un peu comme ces retraités encore actifs qu'on voit partout dans les sphères d'activité de la société québécoise. Fort sympathique, au demeurant, plein de bonnes intentions, mais quant au sérieux d'un projet sécessionniste, on repassera parce qu'on n'est pas du tout là-dedans. On veut prolonger un mémorabilia des années 70, et donc le véritable sérieux, en fait pour moi, le livre que j'ai essayé d'écrire, de formuler, visait essentiellement à conjurer ce que j'entrevois comme un effondrement du Parti québécois à partir de sa défaite probable en 2018 là aux mains de Couillard. Donc l'objet, c'est d'éviter de revivre collectivement la scène à l'Aréna Paul Sauvé en 80
Saint-Germain où on voit ce père serrant son fils, et je ne veux pas que la disparition du Parti québécois soit assimilée à la disparition de la question de l'indépendance. Je redoute ça comme la peste, et je pense qu'on assimile trop. Il y a un monopole, c'est vrai, le PQ a un monopole discursif sur la question de l'indépendance. C'est une sorte d'Hydro-Québec de l'indépendance. Il y a plus moyen d'en sortir. Mais moi, mon livre a juste une fonction conjuratoire, c'est-à-dire éviter que en 2018 les gens disent ils n'ont pas été capables, il y avait du bon monde là-dedans, mais finalement on va passer à d'autres choses. Les Québécois sont rendus ailleurs, là, la fameuse formule là, des sondeurs ou des descendants de Marcel Léger. Alors je reprends votre analyse et ensuite je passerai la parole après votre réponse, je passerai la parole à David Leroux. Mais si je comprends bien, pour vous, il faut éviter que l'idée d'indépendance ne sombre avec le Parti québécois en 2018. Mais par ailleurs, si je comprends bien aussi, vous nous dites que tant que le PQ dure et tant que l'illusion péquiste dure, selon votre analyse, eh bien, plus l'indépendance du Québec est reportée. Si je vous pose la question, faut-il que le Parti québécois meure pour que l'indépendance du Québec renaisse? Est-ce que vous diriez oui? Des réponses catégoriques. Je suis pas dépositaire de l'infaillibilité pontificale. Et vous ne vous interdisez pas non plus les affirmations catégoriques. Oui, mais j'aime le tarot aussi. J'aime la question de l'avenir, comme on le voit. Mais en fait, la chance qu'on doit saisir, c'est la formule de Beckett dans l'ouvrage, où Beckett dit « gagner du temps aux fins de perdre ». C'est ce que le PQ fait. Il fait dans sa course là avec des chefs d'une envergure provinciale, essentiellement, ce que Martine Ouellette disait à juste titre. Bon, je pense pas que Martine Ouellette soit la solution, là. Rassurons-nous. Mais c'est ce qu'il fait essentiellement, c'est-à-dire des gens qui sont formatés pour la politique provinciale, qui n'ont de visée que des petites guéguerres constitutionnelles. En fait, le drame du PQ, c'est que ces penseurs nationaux sont des constitutionnalistes, à la Daniel Turp, des gens absolument sympathiques, mais absolument hors du champ de ce qui est en cause dans la sécession d'État, dans ce que c'est qu'un projet d'envergure, avec la nouveauté que ça implique. En fait, on a toujours voulu faire naître le Québec d'un échec constitutionnel, alors que le Québec n'a rien à cirer des échecs constitutionnels. Il faut qu'il formule un projet, un véritable projet inédit qui va chercher de manière grandiose les jeunes générations, qui les rassemble autour de la langue française, autour de cette exception souveraine que nous formons en Amérique du Nord. Et donc, il n'est pas question d'aller grenouiller avec les patarafes constitutionnels. Il n'y a rien à gagner de ce côté-là. C'est une perte de temps, sans compter la division au sein du PQ. Je pense à Nicolas Marceau avec il voulait refonder le fédéralisme, je sais plus trop. Enfin, c'était pathétique. Là, on est à bord du radeau de la Méduse. Là. Ça tire dans toutes les directions. Alors, David Leroux, vous avez lu le livre de Christian Saint-Germain. Mm-hmm. Vous en publierez une recension dans l'Action nationale au mois d'octobre. Et si je ne me trompe pas, vous me corrigerez, vous étiez ou peut-être êtes-vous encore président de comté pour le Parti québécois dans l'ouest de l'île. En effet, oui, je le suis encore. Donc, oui. Vous êtes solidaire de l'aventure péquiste et pourtant, si je ne me trompe pas, vous reconnaissez quand même un peu dans l'analyse de Christian Saint-Germain. Oui, alors, en effet. Quelle lecture faites-vous de son livre? En fait, je dois dire, mon rapport avec les écrits de Christian Saint-Germain a commencé avec l'avenir du bluff québécois aussi. J'ai lu ce premier livre et j'ai été profondément choqué pendant une semaine au moins après ma lecture. Et suite à cette semaine de colère, quand la colère s'est apaisée, en fait, je me suis mis à réfléchir plus profondément. Et pourquoi la colère, cela dit? La colère... Très simplement, je suis personnellement un grand fan de Monsieur Parizeau et Monsieur Parizeau est joyeusement écorché dans le premier opus pamphlétaire de Monsieur Saint-Germain. Donc, il a fallu que je me remette de mes émotions un petit peu, mais une fois, voilà, il faut pour profiter de ces livres pleinement, je crois, on doit, en tant qu'indépendantiste, être en mesure de laisser, de tasser notre colère, puisque nous sommes à peu près tous au Parti québécois, là, à quelques exceptions près, qui sont Option nationale et à Québec solidaire. Donc, c'est certain que
voir le Parti québécois ainsi attaqué, là, c'est très difficile. C'est très, très difficile pour un militant. Et moi, je suis un jeune militant, alors j'imagine pas les militants qui sont au parti depuis plus longtemps. C'est un dur choc, là. C'est la tronçonneuse et tout le monde passe à la moulinette de Christian Saint-Germain. Mais une fois cela passé, on se met on peut comprendre, en fait, et je crois que c'est important de comprendre ça, que l'indépendance et le Parti québécois, ce sont deux choses distinctes quand même. Elles sont liées dans l'histoire, mais en réalité, autant on peut s'inquiéter que la disparition éventuelle du Parti québécois pourrait nuire à l'idée de l'indépendance au Québec, puisqu'il en est le véhicule depuis plus de 40 ans. C'est un vieux char. Mais voilà, mais c'est un vieux char, alors... Mais on pourrait dire aussi que ça a été le principal véhicule historique, celui qui a crédibilisé l'option d'indépendance. Alors là, c'est absolument un char allégorique. Mais le Parti québécois a aussi la possibilité, la capacité de tuer l'idée. Alors, si c'est le principal véhicule d'indépendance et qu'il ne fait que perdre, qu'est-ce qu'on fait? Quelle impression ça laisse aux citoyens québécois? L'effet peut être absolument dramatique et moi je redoute ça maintenant avec effroi là. C'est le Parti québécois peut couler son propre projet et les livres de Christian Saint-Germain nous permettent de réaliser ça pleinement et d'en prendre toute la mesure. Vous me permettrez de me faire l'avocat du diable. Dans les circonstances, je crois que le terme vous plaira, c'est-à-dire l'avocat du Parti québécois pour un instant. C'est pas le diable, parce que le diable est beaucoup plus malin dans l'histoire. Alors, Vous voulez dire le lutin? Attends, je ne serai pas l'avocat du lutin tout de même. Alors, on pourrait dire, si le Parti... Imaginons que le Parti québécois s'effondre en 2018. En lisant Christian Saint-Germain, ce qu'on comprend, c'est que l'idée d'indépendance serait libérée d'un mauvais véhicule, d'un mauvais porteur, qu'elle pourrait renaître avec probablement, c'est une force presque révolutionnaire, sinon à tout le moins une espèce d'énergie qui lui manque aujourd'hui, tellement elle est usée par un parti dont la marque elle-même est presque dissuasive auprès des jeunes générations. Bon, ça, j'entends votre propos là-dessus. Cela dit, une organisation politique capable de porter un projet aussi immense que l'indépendance du Québec, ça ne se rebâtit pas en quelques années, en quelques mois, encore moins. Ce n'est pas bâtir une organisation politique, ça exige de mobiliser une part des élites, ça implique de s'enraciner dans tout le Québec, ça implique d'être capable d'avoir du personnel compétent pour exercer le pouvoir lorsqu'on le prend. J'ai l'impression que pour choisir les chefs aussi. Bien sûr. J'ai l'impression que vous croyez que le Québec a beaucoup de temps devant lui, finalement. Et c'est la question qui me frappe lorsque je vous lis. C'est que j'ai l'impression qu'à tout recommencer à zéro, peut-être ce pourrait être dans une espèce de pureté renouvelée de l'idée d'indépendance. Se pourrait-il que vous donniez plus de temps qu'il n'en a au Québec ou à l'idée d'indépendance? Je préférerais, et d'ailleurs mon implication au sein du Parti québécois en témoigne, qu'on réforme profondément le Parti québécois, qu'on le refonde. Je préférerais retaper le véhicule que d'avoir à le démolir, que d'avoir à couler le navire pour recommencer à zéro. Mais considérant... Il est capable tout seul de le faire, de se couler lui-même. Et voilà, et je me demande s'il n'est pas en train de le faire justement sous nos yeux ébobis. En fait, cette course à la chefferie qui a lieu actuellement est fort inquiétante, si je ne m'abuse. Christian Saint-Germain, lorsqu'on vous lit, on peut probablement partager plusieurs de vos constats au temps présent, c'est-à-dire le Parti québécois ne serait finalement plus qu'une vieille Volvo rouillée. Bon, imaginons, bien que ce soit pas une image que vous utilisiez. C'est plutôt une Renault 5 parce que c'est plus français, c'est plus... Non, mais d'inspiration scandinave, les péquistes. Parce que quand même, la Volvo avait l'avantage d'être solide, le Renault 5, c'est moins certain, là, c'est pas... Enfin, alors, vous poursuivez dans dans vos compliments et vos moments de tendresse. Oui, j'ai beaucoup d'amour à donner, c'est ça mon drame. Cela dit, faisons l'histoire du Parti québécois à un moment donné. Lorsqu'on vous lit, on a l'impression qu'à aucun moment, le PQ n'a failli réussir quelque chose. Comme s'il était dès ses origines, et dans la deuxième partie de l'émission, on va revenir plus largement sur la question de la Révolution tranquille, sur tout un aspect de votre livre, tous les débats d'aujourd'hui qui laissent croire que la Révolution tranquille est en train de se retourner complètement contre le peuple québécois. Mais cela dit, pour rester dans cette première partie sur l'état du mouvement souverainiste, doit-on comprendre que jamais, à aucun moment, le Parti québécois n'a failli être sur le bon chemin? Ou est-ce qu'il y a un moment dans l'histoire où il a dévié? Est-ce que la corruption est dès l'origine? Ou est-ce que vous identifiez un moment où le Parti québécois aurait basculé dans le mauvais sens?
Oh, ça c'est une question extrêmement difficile. En fait, ma lecture, c'est de voir dans les chefs les plus importants. On parlait de Parizeau. Parizeau est un homme admirable. De personne ne remettent en cause l'intelligence, l'intégrité du personnage. Là, le problème, c'est ce que j'appelle dans mon livre la surdétermination coloniale, c'est-à-dire des colonisés choisissent des perdants, puis ils les choisissent d'une manière inconsciente, c'est-à-dire ils se reconnaissent dans des perdants. Je le compare à un vice-consul britannique des Indes, un peu, parce que Parizeau, il était plus anglais, il pouvait être plus anglais que les Anglais, c'en était pathétique, là, comme syndrome de Stockholm, pareil, en fait. Et donc, l'idée, c'est d'une surdétermination coloniale qui fait que tant qu'on n'a pas compris, tant qu'on nie que l'on est d'abord colonisé, et que ça, c'est un fait social qui est très difficile à effacer, tant qu'on en a pas pris conscience et qu'on s'estime être dans un régime où on pourrait sortir par les voies démocratiques, magiques d'un référendum, qui ne serait pas fraudé par nos adversaires, parce que nos adversaires sont en admiration devant notre démarche spirituelle, puis dans notre gentillesse, notre bonhomie, puis qu'ils seraient émerveillés de nous voir tirer des conclusions contraires à leurs intérêts. Tant qu'on reste dans ces enfantillages-là, on est condamné à tourner en rond. Et c'est ça, le PQ a fait des choses, la loi sur le zonage agricole. Je reconnais même à Madame Marois une grande vertu, c'est d'avoir fermé Gentilly 2. Pour moi, c'est une des rares vertus politiques que je lui reconnaisse, mais c'est pas la moindre. Là, c'est un danger dangereux, ce réacteur-là. Mais pour être plus précis et suite à votre question, il n'y a pas de moment. Il y a juste simplement René Lévesque est un homme ambigu, sympathique, dans lequel tout le monde se reconnaît. Mais pour introduire une rupture historique, ça prend plus que René Lévesque, ça prend plus que Jacques Parizeau, ça prend des hommes en colère, des hommes qui sont pas formatés pour la province, qui sont capables de penser en dehors de la boîte provinciale. Ça prend des chefs de guerre au sens symbolique du terme. Là. D'accord, ça, on comprend. Quand on vous lit, je me demande, est-ce qu'il y en a eu dans l'histoire selon vous? Parce que vous faites souvent référence, très positivement d'ailleurs, à nos chansonniers, à nos poètes, qui ont quelquefois eu plus de courage ou de bon sens ou d'audace ou d'esprit combattant que peut-être que nos politiques. Mais cela dit, est-ce qu'il y a eu, selon vous, des hommes politiques dans l'histoire du Québec depuis 50 ans ou 60 ans, j'en sais rien, qui ont qui se rapprochaient de la figure du chef politique que vous espérez pour être capable de porter le projet national? Ça aussi, c'est pas une question facile. Et pourtant, il faut y répondre. Si tout le monde s'est trompé depuis 50 ou 60 ans... Écoutez, je vais vous répondre. Je n'ai rien contre l'importation des cendres du général de Gaulle, mais... Non, mais... Comment dire, je pense à Daniel Johnson père, par exemple. Avant son décès tragique, Daniel Johnson, justement après le voyage de Gaulle, était déjà inspiré par la force de Gaulle, par quelque chose qui ressemble à ce que Malraux appelle l'ambition nationale, ce qui manque cruellement au peuple québécois, l'ambition nationale. C'est-à-dire un peuple qui croit plus à grand-chose, qui a abandonné sa religion, qui est devenu une sorte de consommateur global, qui traite tout dans l'ordre de la psychologie du consommateur. C'est très difficile avec un peuple comme ça de l'entraîner dans quelque chose qui est plus grand que lui, qui implique la transmission sur des générations à venir, qui implique l'admiration pour les ancêtres. Mettre tout ça ensemble, ça prend un chef qui est capable de faire coaguler donc toute cette Daniel Johnson, pour moi, avec les limites de son époque, là, bien entendu. Donc le dernier grand chef de l'Union nationale était plus grand que le plus grand des chefs du Parti québécois? C'est-à-dire qu'il y avait plus de potentiel. Les autres étaient imbus étaient dans la pédagogie gnangnan. Ils voulaient nous expliquer comment on allait faire. Puis fallait être bien sûr que tout le monde comprenne. Puis on construisait des questions. Puis on était vraiment dans l'innocence crasse, là, dans l'ignorance crasse de la chose politique, qui implique pas une pédagogie de groupe, qui implique quelque chose qui nous transcende. Alors, on n'était pas là-dedans. Là. On était à la gestion à la petite semaine. Et ça, c'est dramatique. Il y a un moment manqué, donc, dans l'histoire du Québec, c'est la mort de Daniel Johnson. C'est ce que disait Marcel Maz, d'ailleurs. Exactement, absolument. Il y a une opportunité, une fenêtre, là, qui nous a, on la voit pas dans l'histoire parce que ça a été enseveli immédiatement, mais, il suffit pas de dire qu'on veut un pays. En fait, il suffit pas de répéter des slogans nationaux, le Québec, il
y a quelque chose d'autre, là. Il faut qu'il y ait une rupture dans le continuum historique. Puis une rupture dans le continuum historique, ça veut dire choisir des chefs inspirés. Puis des chefs inspirés, ça veut dire même des gens qui ont, j'allais dire, une grandeur spirituelle. Évidemment, je veux pas entrer là-dedans, mais on reviendra sur ça. Je vous rappelle tout simplement un fait divers qui m'a beaucoup marqué. Un jour, pendant justement la campagne du référendum, Bouchard dit je me promène sur le chemin du roi, puis il y a quelqu'un qui me demande de bénir le drapeau du Québec. Et là, évidemment, Bouchard rit de ça, il dit qu'on va trop loin, mais c'est parce qu'il comprend pas l'affect, là. Il saisit pas la force de ce qu'est un chef, c'est-à-dire un chef charismatique. Il l'était beaucoup, Bouchard. Enfin, c'est quelqu'un de très talentueux, qui aurait beaucoup, s'il avait pas été aussi colonisé, il aurait fait beaucoup mieux que ce qu'il a fait. S'il voulait faire le ménage dans les finances, il voulait faire le travail de sa mère, là, de ménager, de rapiécer des bas, c'est le Québec profond, c'est quelque chose pour lequel j'ai une grande estime par ailleurs, mais c'était pas de ça dont on avait besoin, là. David Leroux. Oui. Alors, je vous repose la question, mais reprenez-la à votre manière. Oui. La question posée à Christian Saint-Germain, c'était est-ce qu'il y a une corruption dès l'origine du Parti québécois, c'est-à-dire corruption au sens une impuissance programmée dès l'origine du PQ, qui serait en fait l'impuissance de la Révolution tranquille, probablement, ou y a-t-il, selon vous, un moment où ça dévie? Simon-Pierre Savard-Tremblay, dans son livre « Le souverainisme de province », nous dit c'est avec l'arrivée de l'étapisme que ça dévie. C'est peut-être une piste à suivre, il y en a d'autres qu'on connaît, mais votre avis, est-ce que l'aventure du Parti québécois est, selon vous, dès ses origines condamnée à l'échec, ou êtes-vous plus clément envers l'histoire de ce parti? Je suis un peu plus clément. Je partage la thèse de Simon-Pierre Savard-Tremblay où l'étapisme est probablement là où l'échec programmé a commencé. Ça s'est détérioré grandement et cette mentalité de perdant, je crois, a contaminé toutes les sphères de l'action politique, oui, voilà, du Parti québécois. Prenons un exemple. Monsieur Saint-Germain parle du pédagogisme gnangnan. Je trouve que c'est un excellent exemple. Oui, il faut convaincre les gens d'ici de se donner un pays. Il faut surtout les convaincre que ça ne sera pas une partie de plaisir, que ça implique une part de conflit politique. Aujourd'hui, nous sommes allergiques aux conflits politiques, n'est-ce pas, au Québec. Et pas juste au Québec, au Canada aussi. On n'a qu'à voir la façon dont Trudeau se promène tout heureux, tout pimpant, torse nu dans des grottes. C'est ce que les gens veulent voir apparemment aujourd'hui. Non, c'est ce qu'on leur montre. C'est-à-dire qu'on a décidé, là, il y a quand même une convergence médiatique vers cette légèreté-là. Pour vous donner une image du style de Christian Saint-Germain qui nous parle de Justin Trudeau, le jeune Trudeau, directement sorti d'une annonce de chemise à manches courtes du catalogue Sears, n'avait qu'à bien se tenir. Toujours en train de courtiser l'unijambiste, de partager une cocotte de marijuana avec des mourants, de chercher une parade gay pour s'y engouffrer, son père tout craché, forcé de traduire constamment de l'anglais au français dans toutes ses interventions publiques, il incarnait l'insignifiance bilingue, l'annulation multiethnique des genres dans la saumure anglo-saxonne. C'était un cœur de pirate avec un physique de danseur à claquettes. Bon, alors, je ne crois pas qu'on trouve une telle veine de polémisme dans l'histoire récente des idées au Québec. En effet. Mais il faut quand même rendre justice au livre au sens où c'est une satire, évidemment. Bien sûr. On comprend que simplement pour donner une idée à nos auditeurs du style Saint-Germain. Mais il semble léger, mais il est beaucoup, dans mon esprit, comme nationaliste, évidemment, c'est un personnage dangereux au sens pas en lui-même, puisque c'est véritablement un mannequin du catalogue Sears, mais parce qu'il est entouré de toute la vieille meute des fédéralistes redoutables, à la Jean Chrétien, à la Paul Tellieu, à Marc Lalonde. Enfin, c'est des gens qui sont extrêmement malins, expérimentés dans la chose coloniale. Donc, c'est des handyman là, de la politique fédérale. Donc, en ce sens-là, oui, il est léger, il est amusant. Mais il est entouré de gens qui n'ont pas peur du conflit politique. Exactement. Et nous, il faut être en mesure, en tant qu'indépendantistes, de faire face à cette musique-là. On a vu dans le passé jusqu'où ça peut aller. Alors, il y aura aucun scrupule de la part du Canada. Il y aura aucun scrupule pour bloquer de toutes les façons possibles l'accession à l'indépendance du Québec. Et il faut que le peuple du Québec
pour aller au bout de cette aventure-là, soit prêt à faire face à ça avec tous les moyens à sa disposition. Et ces moyens... Heureusement qu'on a l'Institut sur la souveraineté pour nous préparer à ça. Ah oui, heureusement. Mais David Leroux, je poursuis normalement, vous dites que vous êtes un peu moins sévère que Saint-Germain. Donc, bon, vous dites, il y a probablement ça a dévié avec l'étapisme selon vous, c'est la thèse de, pardonnez-moi, de Robert Laplante, de Simon-Pierre Savard-Tremblay. Mais est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, vous disiez tantôt, vous espérez néanmoins retaper, réparer le vieux véhicule péquiste. Est-ce que pour vous, c'est encore un véhicule porteur néanmoins de l'idée nationale, ou il s'agit simplement de le faire survivre jusqu'à ce que quelque chose d'autre apparaisse? C'est un de mes grands troubles actuellement. Peut-on vraiment réparer le véhicule péquiste? Peut-il vraiment porter son projet encore aujourd'hui? Je n'ai pas la réponse à cette question. Hélas, j'aimerais bien l'avoir. Je crois que l'étapisme est un grave problème et qu'on est plongé actuellement dans le marasme dans lequel ça nous a emporté dans un marécage dont il est très très difficile de sortir actuellement. En ce sens, et je le mentionnais à votre antenne le printemps passé, je suis plutôt adepte de la méthode Parizeau-Laplante, qui implique vraiment des politiques de rupture draconienne avec le Canada et non pas une attente du référendum gagnant et du contexte global. Là. Ouais. Christian Saint-Germain, je lui ai posé la question, je lui ai demandé l'homme politique qui a peut-être le plus porté cette ambition nationale. Il nous dit Daniel Johnson. Je vous pose la question, vous me répondez quel nom me donneriez-vous? Jacques Parizeau. Tout simplement? Tout simplement. Malgré le fait qu'on nous le présente dans les livres de Saint-Germain comme un colonisé contre toute attente. Il a été colonisé, bien, il a agi en colonisé à un moment et au pire moment. Je suis d'accord avec ça. Mais pour le reste du temps, cet homme-là avait une vision d'État, je crois. Il faisait preuve d'un réalisme politique admirable et qu'il est très très rare de voir aujourd'hui. Il était réellement prêt à faire un pays du Québec et sa stratégie, sa stratégie était brillante en fait. C'était un fin négociateur. Il savait dans quoi il s'embarquait. Il savait comment aller créer les leviers nécessaires pour arriver à ses fins si Louis gagnait. Mais il savait dans quoi il s'embarquait, mais il savait pas avec qui il s'embarquait. C'est-à-dire, en s'embarquant avec Bouchard, en lui laissant la place à la dernière minute, ça me semblait être un symptôme assez épeurant. Puis évidemment, vous oubliez un léger détail, c'est que l'homme, au lendemain du référendum perdu, lève les feutres, là. C'est-à-dire que retourne sur ses terres, c'est quelque chose qui, pour un peuple qui attend depuis 200 ans, c'est quelque chose qui est catastrophique. C'est catastrophique. Non, j'en conviens, je suis d'accord avec vous. On n'a pas affaire à Nelson Mandela, là. On a affaire à quelqu'un qui dit je suis le politicien qui a été le plus insulté et en conséquence je m'en vais, même si je vais vous dire qu'on a été volé, que l'élection elle-même a été frappée de d'irrégularité parce que le fédéral est intervenu. Je connais tout ça, mais je retourne quand même sur mes terres. C'est-à-dire que le peuple attend depuis 200 ans et je déserte là, comme un enfant gâté d'Outremont qui dit je repars avec mon ballon. Et ça me semble par rapport à l'histoire, en fait on s'est peut-être donné la mort en 95 mais on s'en est pas aperçu. C'est ça l'enjeu là. On n'a pas reçu la nouvelle encore, mais c'est catastrophique. Et en plus, ce qui le rend le plus colonisé encore, c'est que non content d'avoir fait ça, je le dis pas avec acrimonie, je le dis de manière la plus objective possible, non content d'avoir fait ça, il réapparaissait après pour donner des conseils sur l'économie. C'est-à-dire, moi j'aurais été gêné, je me serais caché. Et ça, pour un colonisé, ça me semble être l'action, je veux dire, le réflexe du colonisé, c'est-à-dire t'as pas compris l'importance historique de ta défection. C'est pas rien. Je vous arrête dès maintenant pour passer à la pause. Nous revenons dans quelques instants à la vie des idées pour poursuivre la discussion autour du livre Le mal du Québec de Christian Saint-Germain. Vous écoutez Radio VM. Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté, nous sommes de retour à la vie des idées avec Christian Saint-Germain et David Leroux pour parler du plus récent livre de Christian Saint-Germain, Le mal du Québec. Alors, la première partie de l'émission a été consacrée à une analyse, enfin, de la première partie du livre, c'est-à-dire l'avenir, s'il y en a un, du Parti québécois, son rôle historique, son échec historique et ainsi de suite.
Il y a dans ce livre, cela dit, bien plus qu'un commentaire, aussi incisif soit-il, sur l'actualité politique, il y a une réflexion sur le destin du peuple québécois. Il y a une réflexion sur la tentation de la mort aussi, le désir de disparaître qui hante notre culture. Et le livre commence pourtant par un passage... un passage tout à fait remarquable sur ce qu'on pourrait appeler la part sacrée de l'identité québécoise. Je me permets de commencer de lire quelques lignes et ensuite je passerai la parole à Christian Saint-Germain. Alors, je le cite, page 12. « Mal du Québec signifie le refus réitéré de répondre à une vocation exceptionnelle en Amérique au milieu de la richesse amérindienne, d'accepter l'exceptionnalité d'une langue et hier encore d'une religion. Notre Torah est une unique grammaire conservée par les Ursulines de Trois-Rivières après la conquête. » Et là, donc, vous décrivez un peu cette scène-là dans une note de bas de page. Mais quand on vous lit, on a l'impression que alors qu'on a voulu surtout présenter le peuple québécois comme un peuple normal depuis 50 ans. La plus grande ambition des Québécois était d'être comme les autres, un peuple normal sur la scène du monde. Vous cherchez à renouer en quelque sorte avec l'idée d'une exceptionnalité du destin québécois en Amérique, héritier de l'Amérique française. Et si je vous comprends bien, ou si je vous lis peut-être en vous tirant un peu de mon côté, c'est parce qu'on refuserait d'assumer cette exceptionnalité qu'on serait aujourd'hui en bonne partie hanté par ce désir de disparaître, cette tentation de la mort dont nous parlait Jean Boutillette. Et si on vous comprend bien, la Révolution tranquille, loin d'être le moment qui aurait permis l'émancipation du peuple québécois, elle aurait permis la construction d'un modèle social, politique, technocratique dans lequel le peuple québécois se serait enfermé, dans lequel il étoufferait et où il risquerait de mourir. Et vous terminez le livre, et on y reviendra plus en détail, avec une réflexion sur l'aide médicale à mourir, l'euthanasie qui devient presque le véritable point d'aboutissement de la Révolution tranquille. Elle devait nous conduire à l'indépendance, non, elle nous conduit au suicide assisté, et comme si ça devenait le symbole, en fait, d'une forme d'auto-annihilation du peuple québécois. Est-ce que je vous présente à peu près correctement lorsque je présente ainsi votre propos, Christian Saint-Germain? Tout à fait. Avec quelques petites nuances. Bien sûr, en fait, il n'y a pas beaucoup de penseurs québécois. Je me réfère dans le premier livre, je me référais à Pierre Vallière. C'est un curieux mélange. Je me réfère à Lionel Groux. Parce que la question de l'exceptionnalité, c'est la question de la vocation surnaturelle du peuple québécois, c'est-à-dire ce que Groux appelle la vocation surnaturelle du peuple québécois. Évidemment, on peut y croire, ne pas y croire, ça, pour moi, ça n'a pas d'importance, c'est-à-dire le fondement métaphysique de cet horizon-là m'importe assez peu, sauf que ce qui m'importe, c'est l'horizon, c'est l'appel du grand hôte, c'est-à-dire c'est justement de se rehausser, d'essayer de se relever de notre fâcheuse position coloniale à partir d'une idée généreuse, d'une idée folle aussi, qui est la folie catholique d'Émilie Gamelin, de tous ceux qui ont traversé, de René Cavalier de la Salle, c'est de tous ceux qui ont traversé l'Amérique, découvrant l'embouchure du Mississippi, fondant à Los Angeles les deux frères Beaulieu. Il y en a un qui était maire de Los Angeles, puis son frère était maire de Montréal à la même époque. Donc, moi, c'est cette folie-là qui m'intéresse. C'est celle-là qu'il faut transmettre pour s'arracher à notre condition coloniale. C'est pas d'essayer d'être normal, parce que la normalité, ou j'allais dire, on ne l'est pas. On est dans un broad people linguistique. Si on regarde les faits brutalement, on est dans un broad people linguistique. Si on ne se rend pas compte que c'est ce qui constitue notre richesse, c'est pour ça que la comparaison avec la Torah, évidemment, est boiteuse et problématique. Mais la grammaire française des Ursulines, elle représente ça pour nous, là, une sorte de Torah. Hein, c'est ça qui... Après la conquête, il ne restait... Décrivez un peu la scène, la scène que Groux donne dans les lendemains de la conquête, c'est qu'il dit il restait juste une grammaire française et au milieu de la classe... les étudiants venaient tour à tour se pencher pour lire la règle de grammaire. Ils n'avaient pas le droit de toucher au livre puisque c'était l'unique exemplaire qu'on a réussi à sauver. Donc ils se penchaient pour lire et puis ils retournaient à leur place pour essayer de faire leur exercice. Et donc évidemment dans une polyvalente moderne, on dirait en cas de feu laisser brûler là comme les étudiants écrivaient. Mais c'était pas le cas à cette époque-là. Donc pour moi là c'est une scène fondatrice extraordinaire. Est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est pas vraie, est-ce que Groux en met? Ça m'importe assez peu au demeurant. Ce qui m'importe, c'est de voir un horizon autre que essayer d'être normal ou essayer d'être bilingue le plus vite possible. Tout ça. Vous cherchez, comme dirait De Gaulle, une certaine idée du Québec. Je m'en suis fait une certaine idée, et cette idée-là elle repose sur le fait que la connaissance minimale de l'histoire nous montre bien que le Québécois de la Révolution tranquille, bon, c'est une époque, c'est un mauvais moment à passer.
dans son histoire qu'il faut passer désespérément si on veut survivre. Pour moi, c'est la condition sine qua non. Mais le Québécois est bien plus profond que ce qui lui est arrivé à la Révolution tranquille. Il est branché sur des archétypes qui sont bien plus importants que... en fait, c'est la différence entre une procession de la Fête du Dieu et une manifestation de la CSN. Là, c'est pas la même chose. Dans un cas, on essaye de tirer des affaires vers nous. Dans l'autre, on est appuyé sur une transcendance naïve, sans doute, mais qui nous tient ensemble. Et c'est pour ça que Denis Arcand a une formule fantastique. Il dit, le grand événement, c'est pas la Révolution tranquille dans l'histoire du Québec, c'est la disparition de la religion catholique. Parce qu'il voyait par là une structure qui s'affaisse, une identité qui disparaît. Je pense pas que Denis Arcand soit une grenouille de bénitier, là. Et donc, c'est pas dans le sens d'une naïveté, c'est dans le sens de, il faut pas perdre un idéal, il faut pas perdre un grand autre, il faut y faire appel. Et en fait, moi, la manière dont j'envisage un chef politique nationaliste, je l'envisage difficilement en dehors d'une recherche spirituelle aussi. On riait beaucoup de M. Duplessis qui, le mercredi, allait pour des raisons politiques, il y avait sans doute de la manipulation, qui allait le mercredi à l'office de Saint-Joseph, si je ne m'abuse. Moi, j'aurais beaucoup discuté à croire à un chef nationaliste qui ne procède pas de la même manière, qui en appelle pas à quelque chose de plus grand que lui, puisque la tâche est immense et est extraordinairement, pour moi, est extraordinairement excitante d'une part, mais elle requiert, j'allais dire quasiment un appui surnaturel, là. Et moi, je me détournerais pas de ça. Alors, David Leroux, on vous connaît à la manière de commentateur politique. Oui. Je connais moins, cela dit, votre vision de l'histoire du Québec ou la lecture que vous en faites. Et à la lumière des propos de Christian Saint-Germain, que répondez-vous à cette idée comme quoi nous aurions perdu une certaine idée de la transcendance et qu'il faudrait la retrouver pour être capable d'accomplir quoi que ce soit? Je suis tout à fait d'accord. En fait, je commencerai par une citation d'un auteur que je suis en train de lire beaucoup ces temps-ci, Carl Schmitt, qui dit dans son livre Théologie politique, les concepts prégnants de la politique moderne sont des concepts théologiques sécularisés, n'est-ce pas? Voyons un peu le monde politique là en deux camps, disons-le ici. On a d'un côté les républicains et de l'autre côté, disons, les libéraux. Pas au sens, bien évidemment, je le précise pour les auditeurs, du parti politique américain. Non, bien sûr, non, exactement. Non, au sens de la philosophie politique. Et je crois que la Révolution tranquille, ce qu'elle devait accomplir en réalité, il y avait là, je crois, véritablement un destin qui ne s'est pas accompli, devait transcender les idées, les valeurs, la morale catholique et la transformer en morale républicaine, si vous voulez. Et ça, passer d'un collectif à l'autre, mais qui serait désormais un collectif politique. Oui, exactement, qui serait désormais un collectif politique, exactement. Et ça se réalisait par l'instauration d'une république québécoise. Hein? Et là, ça serait une sécularisation, disons, des idées, des valeurs catholiques qui remontent à il y a très longtemps hein, dans notre culture nationale. Alors qu'aujourd'hui, on n'a pas réussi à institutionnaliser politiquement correctement ce transfert, disons, des concepts théologiques aux concepts politiques. Nous avons sacrifié la fondation catholique sans trouver la fondation républicaine ou nationale. Oui, exactement. Et nous baignons, ceci dit, en même temps, dans une mer de libéralisme anglo-protestant. Ce qui ne nous parle pas collectivement, ce qui ne devrait pas nous parler collectivement. Donc voilà un peu ma vision des choses. Là, on a raté notre coup la Révolution tranquille parce qu'on a avorté notre indépendance, essentiellement. Il y a une chose qui est très importante dans le livre de Christian Saint-Germain. Bon, il appelle ça « désir de disparaître ». Moi, pour être un lecteur fidèle et triste, mais peut-on ne pas être un lecteur triste de Jean Boutillette, il y a cette idée chez lui que notre culture serait hantée par la tentation de la mort. Pardonnez-moi, c'est-à-dire cette idée que fondamentalement, les Québécois portent leur culture comme un fardeau, comme une différence de trop en Amérique, qu'elle les enfermerait dans un folklore, qu'elle les condamnerait aux marges historiques. Porter cette culture, en quelque sorte, ce serait se couper du monde et se délivrer de cette culture, ce serait comme une libération. Donc, c'est tout le paradoxe. On ne veut pas libérer le Québec ou libérer la culture québécoise, on veut se libérer de la culture québécoise pour enfin accéder à l'universel, comme si notre médiation particulière était de trop. Et Jean Boutillette disait, cette tentation de la mort, elle hante notre histoire, elle revient régulièrement.
Christian Saint-Germain, est-ce que c'est une telle tentation de la mort que vous repérez dans dans votre livre, ou est-ce qu'elle est plus spécifique à la Révolution tranquille? Est-ce que vous croyez qu'une telle tentation de la mort hante l'histoire québécoise, ou est-ce que c'est véritablement un produit de notre Révolution tranquille, de notre modernité ratée? Dans le deuxième cas, la question de la modernité ratée, je pense que ça cadre avec l'idée d'un désir de disparaître. C'est-à-dire, le désir de disparaître pour les Québécois, c'est dès les années 60 le refus de se doter d'une politique nataliste, et de se lancer donc dans toutes sortes d'aventures abortives, et qui sont pour moi un symbole, une détresse par rapport au projet, par rapport à la transmission, par rapport à la survie. De ce qu'on, puis surtout à une mécompréhension de notre fragilité historique. Et donc, le désir de disparaître, c'est le désir inconscient d'en finir avec ce que nous sommes en Amérique. Désir inconscient qui se manifeste par toutes sortes de mesures qui n'ont jamais rien à voir, en fait, qui ne sont que des mesures de confort, de satisfaction de besoins, d'affirmation d'une catégorie générationnelle qui prend son temps pour partir à la retraite, qui traîne dans le système québécois, et donc qui débouche essentiellement sur ce qu'on connaît, c'est-à-dire les immenses éléphants blancs hospitaliers que l'on construit ça et là, cette folie sanitaire qui fait que ce qui reste du discours politique de la vie sociale québécoise, c'est le nombre de bains par semaine, la fragilité des aînés en institution, qui est une préoccupation tout à fait humaniste que je comprends, mais que l'on en soit réduit à ça, si c'est ça le résultat de la Révolution tranquille, je pense que j'avais raison de m'en méfier, puisque je me rappelle quand j'étais jeune, Régis Chartrand avait dit ça, pas un penseur profond, Régis Chartrand, mais les chevaliers de l'indépendance. Ouais, il disait la Révolution tranquille, ils ont fait toutes sortes d'affaires importantes, sauf l'affaire essentielle. C'est-à-dire, ils n'ont pas été capables de faire l'indépendance. En fait, tout ça est une immense procrastination par rapport au désir véritable de liberté, qui lui implique autre chose que de mettre sur la carte de crédit démographique des systèmes, des dépendances toujours accrues du citoyen par rapport à l'État. Parce que dans le fond, l'histoire de la Révolution tranquille, c'est l'histoire de la pénétration dans toutes les sphères de la vie du citoyen québécois, de l'État québécois, de la fécondation remboursable à l'euthanasie calculée, enfin, et donc tout ce transit, tout ce continuum est nourri par une assistance qui a rien à voir avec la saisie par le citoyen de sa conscience historique, mais qui est juste une sorte d'addiction prolongée, continue, d'esclavage, avec les deux désastres qu'on a devant les yeux, c'est-à-dire le système scolaire québécois qui fabrique des analphabètes, puis des décrocheurs, puis le système de santé dans lequel les gens vont à l'urgence et puis on rencontre pas le millionnaire de service, là. Et donc, ce que vous appelez le médecin. Les deux enfants de cet arbre, les deux fruits de cet arbre-là, de la Révolution tranquille, le système scolaire avec son taux d'analphabétisme sur l'île de Montréal, puis le système de santé avec les médecins qui partent avec 1,5 million parce que soi-disant ils sont à la SAR, puis que il faut les payer 30% de plus parce que il neige plus à la SAR qu'à Montréal, ce qui est un mépris absolument inqualifiable des régions de décider de payer, parce que il me semble que les gens qui sont là payent les mêmes impôts que les gens qui sont à Montréal. Donc, il y a une sorte de mépris institué, une sorte d'asservissement, et l'asservissement du bénéficiaire au plan, c'est quelque chose, là, c'est-à-dire l'infantilisation du bénéficiaire qui ne voit pas le prix de ce qu'il consomme ou de ce qu'il reçoit, c'est à peu près le tour le plus, c'est un tour de cochon, ça, enfin. David Leroux, c'est probablement les aspects les plus, j'espère qu'on me parlera le mot, mais violents du livre de Christian Saint-Germain, cette critique d'une révolution tranquille qui ne serait en fait qu'un mythe dissimulant des intérêts de caste. Hein? C'est-à-dire, en gros, le Québec serait contrôlé par une caste médicale qui se masquerait derrière le récit de l'émancipation, puis dans les faits, ça donnerait une société technocratique où l'État avalerait tout pour le digérer dans ses catégories bureaucratiques. Oui. Pour le dire de manière, en termes de tous les jours. Oui. Alors, lisez-vous de semblable manière ce qu'on appelle le modèle québécois, l'héritage de la Révolution tranquille. Pour vous, la Révolution tranquille a-t-elle s'est-elle dévoyée dans une telle sociale bureaucratie ou a-t-elle révélé sa véritable nature? Elle s'est dévoyée, en effet, dans cette social-démocratie, comme vous dites.
Et j'ose dire que le cataclysme a commencé avec l'obsession du déficit zéro qu'on doit à monsieur Lucien Bouchard dans les années 90, à la fin des années 90. On a tassé notre façon de gérer l'État québécois historique et on a communié, disons, à la religion du New Public Management, en fait, qui est une approche de l'État comme agence qui distribue des services aux bénéficiaires. Et ça, voulez-vous trouver une meilleure façon d'annuler toute possibilité de transcendance politique chez un peuple, là, c'est difficile de faire mieux là à ce moment-là. Alors, je dis pas qu'il y avait de mauvaises intentions derrière cette approche-là amenée par M. Bouchard à l'époque, mais le résultat aujourd'hui est que effectivement, lors des élections, on parle de quoi? On parle de la taxe santé. C'est quoi? C'est notre projet de société, ça, la taxe santé? C'était une formule qui revenait souvent il y a quelques années qu'on disait que le Québec allait devenir un gros CLSC. C'est-à-dire les compétences sociales de l'État provincial font en sorte qu'on ne s'intéresse plus qu'aux questions. Il y a une digestion du politique dans le social et du social dans le médical. On ne parle que d'intendance, pour reprendre les termes du général de Gaulle. Je nous ramène aux questions fondamentales, parce que votre analyse vous montrer jusqu'où ça nous conduit. Je reprends la question de Saint-Germain sur la question de l'aide médicale à mourir, qui joue un grand rôle dans ce livre, en soit dit en passant. L'aide médicale à mourir dont on a peu parlé au Québec, comme je vais me dire, parce que dans ce débat-là, il y avait ceux qui étaient pour et ceux qui n'étaient pas encore pour. Donc il y avait ceux qui étaient déjà d'accord et ceux qui demandaient qu'on respecte le temps nécessaire pour se mettre d'accord avec le progressisme officiel. Chez Christian Saint-Germain, l'aide médicale à mourir devient aussi le symbole d'une certaine, si je vous lis bien, du sort qui attend le peuple québécois. C'est-à-dire le peuple québécois veut tout simplement, c'est presque la chanson de Starmania, je voudrais me reposer, me laisser mourir. Là, mourir dans la dignité. Oui, mais mourir dans la dignité comme projet de société. De quelle manière lisez-vous, et je n'irai pas au-delà de la simple question de l'euthanasie, que représente pour vous, Christian Saint-Germain, la fameuse aide médicale à mourir pour laquelle s'est enthousiasmée notre classe politique? Ça représente, d'abord, c'est une trouvaille péquiste, si je ne m'abuse. C'est une trouvaille dont la promotion a été faite par Madame Yvon, avec une sorte un zèle inquiétant. C'était comme le droit qui consacrait tous les autres droits. Oui, en fait, c'est un non-droit, parce qu'en droit, c'est plus compliqué que ça, parce qu'on est à la limite du droit, là, puisqu'on demande à celui qui consent le droit de s'anéantir lui-même à travers son consentement, ce qui pose certains problèmes en droit d'un point de vue de la logique juridique, mais n'entrons pas là-dedans. Constatons seulement le fait que, en fait, je me souviens, a été remplacé par Aidez-nous à mourir collectivement. C'est-à-dire, pour moi, c'est la loi homologue de notre condition politique, la loi sur les soins de fin de vie. C'est pas juste une trouvaille péquiste d'abord le suicide, l'idée d'un suicide assisté, puis l'idée de fausser le langage. Un suicide, il peut pas être assisté, parce qu'un suicide, c'est je me tue moi-même. Il y a pas d'assistance. Donc, le fait de jouer sur les mots, de provoquer donc une sorte de fausseté linguistique pour fonder un geste de cette ampleur-là, c'est pas rien. Évidemment, je suis plutôt justifié de ma lecture par les déboires actuels de l'application de la loi, puisque cette loi-là a engagé à sa suite, dans le fond, c'est une souris qui a accouché d'un éléphant pan-canadien, puisque cette loi-là a débouché sur l'arrêt Carter, puis sur la loi fédérale là-dessus. Donc, c'est la cascade des malheurs, là. C'est-à-dire, puisque dans le fond, on essaie de renverser on fait passer pour un soin ce qui est, à mon humble avis, un meurtre administratif. Et donc, cette manière de retourner le langage, de fausser les prémices logiques, pose un sérieux problème. Plus encore, dans l'application de la loi, les gens sont obligés, enfin, les derniers cas qu'on nous rapporte, les gens sont obligés de faire des tentatives de suicide pour avoir accès à la loi. On est vraiment dans le cafouillage mortel. Parce que, dans le fond, on oublie une chose assez simple. Le meurtre, l'interdit du meurtre, c'est un interdit fondateur des sociétés civilisées. Puis c'est très difficile de demander à un homme d'en tuer un autre, même si la loi le permet, même si la victime le demande, là. Et donc, ce geste-là est pas anodin, ni pour les praticiens, ni évidemment pour les victimes non plus, ni pour
système qui, lui, évidemment, place les gens les plus vulnérables dans une condition absolument affolante, c'est-à-dire la valeur de la vie, qu'est-ce que ça vaut, monsieur, vous trouvez pas que vous pensez pas que votre vie, votre qualité de vie, moi je pense que ça a pas beaucoup de valeur, vous êtes très handicapé. De la même manière qu'on propose à des femmes d'un certain âge des interruptions de grossesse, on peut imaginer que quand ça va être business as usual dans les institutions de santé, on peut imaginer que il y aura plus beaucoup d'émotions autour du fait de provoquer la mort d'un patient, là. David Leroux, le débat sur l'aide médicale à mourir a été, le débat, à tout le moins, la diffusion de cette idée dans la société québécoise s'est opérée en l'espace de quelques années. Faites-vous la même lecture? Êtes-vous aussi sévère en droit de l'aide médicale à mourir que Christian Saint-Germain? Comment comprenez-vous ce moment politique singulier qui n'a peut-être pas encore été suffisamment symbolisé? C'est une puissante métaphore de notre désarroi collectif, je pense. Monsieur Saint-Germain, d'ailleurs, l'explique très très bien dans son livre. Je partage ses constats. Je suis troublé devant cette étrange tendance au Québec qu'on a de vouloir normaliser la mort, bureaucratiser la mort. C'est extrêmement troublant tout ça. Quelle valeur accordons-nous? En fait, je crois que ça témoigne peut-être de notre difficulté justement à connecter avec une certaine transcendance de l'existence. Et là, l'aide médicale à mourir, c'est au niveau personnel, mais évidemment, c'est à toutes les échelles qu'on a cette difficulté-là au Québec à transcender la petite gestion à la petite semaine puis les questions d'intendance. Donc, je pense que c'est vraiment une métaphore là, de notre désespoir collectif. Ça va très mal. Moi, quand je vois l'aide médicale à mourir comme projet de société, qui plus est devenu une espèce de symbole pan-canadien, là, je trouve ça absolument terrifiant. Je vous soumets l'hypothèse suivante, c'est-à-dire l'aide médicale à mourir, certains nous diront, dans une société où il y a un vieillissement de la population incroyable, il y a les prolongations à cause de la médecine, la capacité de prolonger la vie quelquefois de manière insensée, certains diront, l'aide médicale à mourir devenait une possibilité pour l'homme de garder une certaine emprise sur sa vie pour ne pas devenir une espèce de légume à l'intérieur d'un système qui le maintient en vie artificiellement. Alors, je dis pas que je suis d'accord avec ça, mais je dis c'est un argument qu'on aurait pu entendre. Oui. Ce qui m'a frappé dans l'aide médicale à mourir, et je vous soumets cette hypothèse, c'est que plutôt que de présenter ça comme une nécessité tragique, c'est-à-dire, vous savez, ça va être difficile ce qu'on va faire. On comprend que on fait sauter un interdit anthropologique, mais on croit que c'est nécessaire. Donc, la part tragique qui aurait pu entourer ça, donc on est conscient de commettre quelque chose de grave, mais on croit que c'est nécessaire. Moi, ce qui m'a frappé, c'est l'enthousiasme. C'est-à-dire, plutôt que de dire on fait un moment tragique, on transgresse quelque chose, mais c'est nécessaire, en fait, on vient consacrer, comme je disais tantôt, le droit des droits, c'est-à-dire le droit à l'auto-annihilation. L'autonomie est une idée tellement forte dans notre société qu'on veut avoir le droit de s'auto-annihiler. Et puisqu'on vit dans un régime de social-démocratie, eh bien, l'État doit transformer mon désir en droit et me fournir les moyens pour me permettre de m'auto-annihiler. Donc, est-ce que c'est pas cette absence de part tragique qui n'était pas aussi, qui est pas sans lien d'ailleurs avec la psychologie québécoise que vous décrivez, Christian Saint-Germain? C'est ce que Pierre Legendre appelle le self-service normatif, c'est-à-dire qu'on s'adresse à l'État, on lui demande, pourrais-tu me donner la mort? C'est-à-dire au sens d'un bénéficiaire, c'est-à-dire tu vas me donner la vie parce que j'ai été conçu par les techniques de fécondation in vitro, mais pourrais-tu me donner la mort comme bénéficiaire? Je veux recevoir la mort comme bénéficiaire, comme si elle était le dernier cadeau qu'un État-providence, évidemment drôle de providence, peut nous donner. Drôle de soin aussi, parce qu'on appelle soin ce qui est en fait un geste technique pendant le trépas. On parle de soins de fin de vie, mais c'est comme la fin d'un film de Walt Disney, là, parce que le geste est brutal. Il s'agit par overdose de phénobarbital ou d'un autre médicament de type de benzodiazépine, d'interrompre la vie d'un patient, ce qui est un geste extrêmement lourd, qui peut jamais être banalisé. Et ça, c'est fascinant de la manière dont, vous avez raison, Mathieu, de le souligner, c'est-à-dire la manière dont on s'est embarqué dans l'enthousiasme. On voyait les députés fédéraux, peut-on s'en surprendre, mais on voyait les députés fédéraux avant de partir en vacances, le sénateur Joyal qui se disait, je laisse peut-être des mourants qui n'auront pas le temps de mourir
mourir parce que ma loi passera pas. On était vraiment dans la panique des vacances. C'était traité avec la plus grande légèreté. On questionnait là-dessus. Je me rappelle Anne-Marie Dussault, peut-être elle n'a pas gagné de Gémeaux pour cette interview-là, mais enfin, elle interviewait le sénateur Joyal là, dans tous ses états. C'était une scène c'est-à-dire c'était une drôlerie tragique parce qu'on voyait bien que c'était fait à la dernière minute, qu'on se précipitait pour passer à autre chose, qu'on n'avait pas pensé à notre affaire pantoute. Et surtout, la consécration, c'est la dangerosité de la décision de la Cour suprême, où là, on voit 9 juges qui ont probablement dans leur carrière jamais travaillé sur des questions de cette nature-là, ou très peu. Quand on regarde leur CV, là, ils n'ont pas écrit beaucoup là-dessus, qui ne signent pas la décision, qui décrètent ça au nom de la Cour, qui renversent la décision précédente dans Rodriguez. On est vraiment dans l'improvisation meurtrière. Là. Puis on consacre ce droit-là comme c'était au fondement d'un droit, comme c'était un droit fondamental, avec comme si la charte était quelque chose que détenait des vérités absolues, que les législateurs antérieurs avaient pas vu ça, puis avaient pas découvert l'eau tiède avant ça, et puis donc c'est une folie collective. Là, on parle d'une folie collective cette loi-là. Exposer des populations au droit de vie ou de mort d'un État, c'est un virage totalitaire affolant. On pourrait parler d'une dissolution du réel et de l'anthropologie dans les droits. Un dernier mot, David Leroux, puisqu'il nous reste à peu près 1 minute. Un dernier mot sur cette question et probablement sur l'ensemble de l'émission. Bien, j'ai une question pour Monsieur Saint-Germain. On n'a peut-être pas le temps de l'accorder, mais bon, maintenant que tout est mort, que le PQ est mort, que le peuple québécois se meurt, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que le peuple québécois se meurt pas. Moi, je suis d'un optimisme absolu. Je crois à la magie de l'affect politique. Je crois au charisme des leaders. Et pour moi, tout est permis à partir du moment où on se débarrasse de cette vieille minoune qui est le PQ. Alors, sur ces paroles tout à fait singulières, je vous remercie Christian Saint-Germain et David Leroux pour votre présence aujourd'hui à La Vie des idées. Ici Mathieu Bock-Côté. La semaine prochaine, Marc Crapez pour une discussion situation de la politique française à la veille des élections de 2017. Au grand plaisir.